Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce troisième webinaire d'avril Ecofito Recherche et Innovation portant sur le biocontrôle et la qualité paysagère. Je suis Caroline Botou de l'équipe animation Ecofito Recherche et Innovation. Et comme chaque semaine, je vous propose que le temps que tous les inscrits nous rejoignent, j'en profite pour faire un petit point sur le contexte très général de ce webinaire. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires qui auront lieu tous les jeudis d'avril 2024 de 13h30 à 15h avec une thématique différente à chaque session. Donc, nous avons la dernière session la semaine prochaine qui ont pour objectif ces webinaires de présenter les résultats finaux de projets issus d'appels cofinancés par Ecofito Recherche et Innovation, que nous n'avions malheureusement pas eu l'occasion d'associer à nos événements jusqu'à aujourd'hui. Donc, en l'occurrence, les appels concernés par la session d'aujourd'hui sont l'ANR générique, l'ANR maturation et l'appel national avec la thèse ARFI. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces appels puisque vous aurez à la fin de cette session accès aux présentations en téléchargement et à ce diaporama dans le chat. Et ce n'est pas le seul support que vous aurez à disposition puisqu'il y aura aussi donc dès à présent le livret de présentation des projets disponible sur Ecofitopic. Une synthèse écrite qui est faite, nous faisons appel à Sybille de Tarlet de l'ancienne équipe animation qui doit être parmi nous et que je salue. Vous aurez aussi le replay de la session accessible sur notre chaîne YouTube avec des extraits de présentation des projets. Et apparaître plutôt fin mai les actes des webinaires où on va compiler l'intégralité de ces supports. Euh, et qui seront accessibles sur la page Ecofitopic comme à notre habitude. Pour celles et ceux qui regardent le replay actuellement sur YouTube, tous les liens sont disponibles dans la description. Je vous fais un petit rappel du programme d'aujourd'hui. Alors, pour introduire les enjeux scientifiques de ce programme, nous écouterons Ingrid Arnaud et Marc Bardin du CSORI. Ensuite, nous commencerons la présentation des 3 projets par celle du projet Déméter avec Emmanuel Joly, puis celle de Streptocontrol par Bernard Dumas, et enfin la présentation des travaux menés dans le cadre de la thèse ARFI GCPE Paysage par Benoît Ricci. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Marie Turner, co-directrice de VGnov, qui nous parlera du biocontrôle, de ses enjeux, applications et les perspectives. Donc, je laisse dès à présent la parole à Ingrid et Marc pour pouvoir démarrer ce webinaire scientifique. Donc moi je suis Ingrid Arnaud et avec Marc, donc là on est là au titre de membre du CSORI. Donc le CSORI c'est le comité scientifique d'orientation, recherche et innovation. Donc on est là pour le mandat de 2023-2026. Donc ce comité, alors il est issu du plan Ecofito sur l'axe 2 du plan Ecofito 2+, qui est intitulé Améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche et l'innovation. Donc cet axe vise à mobiliser et structurer les différentes communautés de recherche, de RI, recherche et innovation, pour produire et améliorer les connaissances afin d'atteindre les objectifs de réduction de pesticides. Alors ce comité est constitué d'une équipe d'animation, Caroline, Sonia, qui sont très dynamiques, de pilotes ministériels et également d'une trentaine de personnes qui représentent une diversité d'expertise sur à la fois la santé humaine, la santé environnementale, la sociologie, l'agroécologie, la protection des plantes, l'économie, la formation aussi. Et cette volonté vraiment de rassembler au sein de ce comité des approches multidisciplinaires permet vraiment d'avoir une approche globale sur les enjeux d'éco-phyto. Donc, alors comment ça fonctionne? Il y a une enveloppe annuelle qui est affectée donc à l'axe recherche-innovation, donc qui est affectée par l'AFB et l'OFB. Et entre autres, le CSO va analyser les recherches menées et identifier des axes de recherche à renforcer. Le comité va mettre en œuvre des appels à projets structurants, des expertises aussi, comme les ESCO, avec d'autres dispositifs qui sont financés par Ecofito. Et également, donc, ce comité participe aux actions de diffusion, de valorisation des résultats, comme ce webinaire, d'ailleurs, ou comme toute cette série de webinaires.
entre autres. Voilà. Alors, du coup, je vais prendre la suite, Caroline. Oui, voilà. Donc, moi, je vais vous présenter les trois, enfin, très rapidement, les trois projets qui vont être présentés aujourd'hui. Donc, oui, on est le troisième webinaire du mois d'avril. Et il est plutôt axé autour du biocontrôle, même si vous allez voir, il y a des projets qui sont un petit peu en dehors de ça. Donc, il y a deux projets sur les outils innovants de protection des plantes basés sur des mécanismes naturels. Donc, le projet Déméter, donc, qui sera présenté par Emmanuel Jacquin-Joly, qui concerne en fait des travaux autour de l'écologie chimique pour agir sur les récepteurs olfactifs d'un insecte ravageur afin de perturber son comportement dans la sélection de la plante hôte. Le deuxième projet va consister à, consiste, enfin, concerne le développement de produits de biocontrôle microbien avec comme objectif d'optimiser l'utilisation d'une souche bactérienne pour la protection des plantes contre des champignons phytopathogènes. Et le troisième projet, donc, qui est pas à proprement parler le développement d'outils, mais plutôt qui travaille sur la régulation naturelle par la gestion des paysages, donc sera présenté par Benoît Ricci et concernera le projet de thèse ARFI GCPE Paysage avec la question centrale qui est est-ce que la pression régionale de bioagresseurs et le contexte paysager jouent un rôle déterminant dans la capacité des exploitations à réduire leur dépendance aux pesticides. Voilà. Donc pour démarrer, on va écouter Emmanuel et je laisse la main à Caroline. Je vais arrêter mon partage, Emmanuel, et vous allez pouvoir lancer votre présentation. Merci. C'est parfait, on C'est voit bon, tout vous bien. voyez tout? Oui, Ok, ben merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'introduction et merci pour me donner l'opportunité aujourd'hui de présenter ce projet d'Émetter, qui était un projet qui a été financé conjointement par l'ANR et le ministère de l'Agriculture et dont l'objectif était de rechercher des solutions innovantes pour le biocontrôle des insectes ravageurs. Alors, le contexte, l'objectif un peu plus détaillé de ce projet, le contexte, c'est bien sûr le déploiement de solutions de biocontrôle en vue de pouvoir limiter ou diminuer l'utilisation des produits de synthèse phytosanitaire. Et le levier qu'on actionne dans ce projet, c'est le levier des médiateurs chimiques, donc comme expliqué dans un contexte d'écologie chimique. Et l'objectif plus précis était d'évaluer la possibilité de cibler les récepteurs olfactifs des insectes ravageurs pour diversifier l'offre de molécules de biocontrôle. Et l'innovation, en fait, dans ce projet, qui est un projet dans le cadre de l'écologie chimique, ça a été plutôt d'essayer de démontrer la possibilité d'appliquer le concept d'écologie chimique inverse, que je vous définirai juste après, essayer d'exploiter ce concept pour accélérer, en fait, l'identification de molécules actives. Et l'autre innovation a été de coupler ce concept à la mise en œuvre d'approches d'intelligence artificielle et en particulier d'apprentissage automatique ou machine learning. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et vous expliquer ce que c'est que l'écologie chimique inverse, eh bien, c'est de partir des mécanismes de l'olfaction des insectes, comment ça se passe au niveau de leurs antennes, qui sont leurs organes olfactifs, afin de pouvoir identifier des protéines qui peuvent être des outils pour des cribles qu'on va pouvoir mener in vitro, vous allez voir aussi in silico, et accélérer un petit peu l'identification de molécules actives. Alors, dans les antennes des insectes, leur organe olfactif, vous avez dans les neurones olfactifs des protéines. Ce sont ces fameux récepteurs olfactifs et ces protéines sont vraiment à l'interface entre le milieu extérieur, donc l'air environnant avec toutes les odeurs qu'il y a dans cet environnement, et le milieu intérieur, donc le milieu intracellulaire et le milieu intracellulaire des neurones. Finalement, ces récepteurs olfactifs sont clés dans la transformation des signaux odorants, des signaux chimiques, en signaux électriques qui vont être ensuite transmis au cerveau et par la suite mener à un certain comportement.
Alors, l'objectif du projet, donc, c'est de pouvoir utiliser ces récepteurs, et en particulier des récepteurs clés dans le comportement des insectes, pour essayer de développer des molécules. Donc, on a baptisé des bio-olfacticides, des molécules qui peuvent être des mimétiques d'odorants, des molécules naturelles, qui vont en fait avoir la propriété de pouvoir perturber le fonctionnement naturel des récepteurs. Ça peut être par exemple des compétiteurs, des suractivateurs du récepteur, voire même des bloquants du récepteur, avec l'objectif de perturber la réponse naturelle aux odeurs des insectes. Alors, ce projet a réuni 3 partenaires. Donc, notre laboratoire, le département d'écologie sensorielle au sein de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris, avec notre spécificité en génomique et physiologie des sens chimiques chez les insectes. Deuxième partenaire situé en Bretagne, à Rennes, c'était le Centre de ressources biologiques, avec la possibilité là-bas d'utiliser des plateformes de crible haut débit. Et le troisième partenaire, l'Institut de chimie de Nice, donc situé à Nice, comme son nom l'indique, spécialisé dans la modélisation des interactions odorants-récepteurs et en particulier des méthodes in silico. Alors, dans ce projet, nous avons utilisé un modèle d'insecte qui est la noctuelle du coton, Spodoptera littoralis, pour établir la preuve de concept de justement la preuve de concept de l'utilisation des approches d'écologie chimique inverse. Cette espèce est particulièrement intéressante puisque c'est un ravageur polyphage extrêmement économiquement important, surtout dans les pays d'Afrique, bassin méditerranéen, et c'est une espèce invasive aujourd'hui en Europe. Et c'est aussi la petite sœur d'autres Spodoptera, et ce genre Spodoptera regroupe d'importants ravageurs de par le monde. Pour vous citer un exemple, donc c'est la petite sœur de la légionnaire d'automne, Spodoptera frugiperda, qui est un insecte présent aujourd'hui quasiment dans le monde entier, qui a récemment envahi l'Europe. Alors, grâce à des approches omiques, le séquençage du génome de cette espèce, nous avons établi le répertoire de ces récepteurs olfactifs qui sont exprimés à la fois chez les chenilles et chez les adultes. Donc, on a 73 récepteurs olfactifs. Donc, c'était le premier résultat majeur de ce projet, l'inventaire des récepteurs. Et puis, par des approches fonctionnelles, dont je ne rentrerai pas dans le détail, on a pu établir la première carte d'activation de récepteurs par un panel d'odorants chez un insecte ravageur, chez un lépidoptère ravageur. Et donc, pour vous résumer, vous voyez sur la gauche cette carte de chaleur avec plein de petits carrés rouges et bleus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en haut, vous avez en fait chaque colonne représente un récepteur olfactif. Et puis, verticalement, ce sont toutes les odeurs qu'on a utilisées pour stimuler ces récepteurs et finalement établir la carte de liaison entre un récepteur et les différents odorants qu'il est capable de reconnaître. Donc, plus c'est rouge, plus le récepteur reconnaît, et plus c'est bleu, ça veut dire qu'il ne l'a pas reconnu. Donc, cette première cartographie nous a été très utile puisqu'elle nous a permis d'identifier différents récepteurs clés à cibler pour les approches de recherche de bio-olfacticides. La première découverte a été, comme entouré tout en bas de la carte de chaleur, le récepteur qui répondait à la phéromone sexuelle chez ce papillon. Et il faut savoir que l'effet des phéromones sexuelles des papillons de nuit sont très importantes puisque c'est elles qui vont guider le mâle vers la femelle pour la reproduction et que ces phéromones sexuelles sont à la base de nombreuses méthodes de biocontrôle comme par exemple la confusion sexuelle ou le piégeage pour du monitoring ou du piégeage de masse. Et cette découverte a été doublement intéressante. Déjà, d'un point de vue scientifique, on s'est aperçu que ce récepteur définissait une nouvelle famille de récepteurs phéromonaux inconnus jusqu'à ce moment-là. Donc, vous avez ce dessin là sur la droite qui représente une phylogénie de récepteurs olfactifs. Il faut juste savoir que chaque trait représente un récepteur et on voit que ça définit des familles. Et jusqu'avant notre découverte, les récepteurs phéromonaux des papillons de nuit appartenaient tous à la même famille. Et c'était un peu un dogme scientifique, c'est que les récepteurs phéromonaux des papillons de nuit devaient tous appartenir à cette famille. Donc, grâce à cette découverte, on a pu revisiter ce dogme et découvrir cette nouvelle famille de récepteurs. Et d'un point de vue appliqué, eh bien, découvrir le récepteur à la phéromone sexuelle est aussi très pertinent dans une approche bio-olfacticide, en particulier dans ce cas-là de phérocide. Parce qu'imaginez un bloquant capable, un bio-olfacticide capable de bloquer la réponse à la phéromone sexuelle, on se retrouve dans un contexte de confusion sexuelle. La deuxième découverte majeure de ce projet a été d'identifier
Contrairement au récepteur qu'on vient de voir précédemment, qui est très spécifique à la phéromone, on a pu identifier des récepteurs qu'on dit à large spectre, c'est-à-dire capables de reconnaître tout un tas d'odeurs. Donc, vous avez ici entouré en rouge 2 récepteurs qu'on a particulièrement trouvé intéressants à cibler, puisqu'on a pu démontrer par des tests comportementaux que toutes les odeurs qui les activent sont des odeurs qui entraînent une attraction des insectes. Donc, ces 2 récepteurs ont été utilisés pour un crible qui a été mené in silico, c'est-à-dire par ordinateur, en associant l'apprentissage automatique. Alors, le principe est relativement simple, c'est qu'on a pris tous ces odorants qui pouvaient activer ces récepteurs et on a sorti toutes les caractéristiques communes qu'ils avaient au niveau de leur structure pour construire des modèles d'apprentissage. Et ces modèles d'apprentissage ont été utilisés pour cribler des banques virtuelles d'odeurs naturelles, de fleurs, de plantes, des odeurs végétales. Et ce crible virtuel nous a proposé des odeurs capables, potentiellement capables également d'activer ces récepteurs. Donc, tous ces odorants candidats, nous les avons validés expérimentalement. Donc, on en a eu certains qui étaient effectivement des activateurs, d'autres moins bien, mais on a quand même eu un taux de succès d'environ 70%, ce qui est extrêmement prometteur. Et ces nouveaux ligands prédits ont été aussi testés sur le comportement, ce qui nous a permis de découvrir de nouveaux attractifs pour cette espèce. Donc, c'était les résultats principaux du projet. En quoi nous avons pu contribuer aux enjeux éco-phyto? Eh bien, déjà, la preuve de concept, c'est quand même avéré bien efficace pour démontrer que l'écologie chimique inverse pouvait être appliquée sur les récepteurs olfactifs des insectes et accélérer ainsi l'identification de nouveaux médiateurs chimiques insoupçonnés, puisqu'on part avec cette approche sans a priori par rapport aux potentiels odorants qu'on va trouver. Donc, on a des récepteurs clés à cibler identifiés. On a trouvé de nouveaux attractifs pour cette espèce. On a également, d'un point de vue, on va dire, académique, une meilleure connaissance de l'espace olfactif du noctuel. En gros, qu'est-ce qu'un papillon peut sentir? Effectivement, grâce à cette approche sans a priori, puisque la majorité des approches d'écologie chimique classique, on va dire, partent d'a priori sur des odeurs à tester en priorité. Donc, vous voyez le potentiel appliqué en biocontrôle de la découverte et de l'accélération de la découverte de telles molécules. Un point que j'ai trouvé intéressant à discuter était que le levier des médiateurs chimiques en général doit être considéré avec vigilance et association, en particulier avec les autres leviers du biocontrôle, en particulier d'autres leviers comme l'utilisation de plantes de service qui peuvent elles aussi jouer un rôle par leurs odeurs sur les comportements des insectes, mais aussi l'utilisation d'auxiliaires qu'on va essayer d'attirer dans une parcelle par des odeurs. Et là, il faut bien voir que chaque solution doit être compatible avec l'autre, c'est-à-dire que nous, on va essayer de bien contrôler les effets collatéraux de nos odeurs sur, par exemple, une éventuelle inhibition de l'attraction d'auxiliaires qui serait contre-productive. Et puis également, une association, ça veut dire que les médiateurs chimiques, donc les odorants de synthèse, peuvent être utilisés, mais ils ne seront efficaces qu'en association avec d'autres méthodes. Donc, je recite encore une fois, par exemple, les plantes de service ou l'utilisation d'auxiliaires. Le dernier point sur la contribution aux enjeux éco-phyto, c'est que le contexte éco-phyto est aussi de promouvoir un petit peu les nouvelles méthodes. Et dans ce projet, nous avons travaillé à promouvoir le concept d'écologie chimique inverse et le concept de bioolfacticide avec des conférences, des participations à des débats, la sensibilisation d'acteurs et de politiques. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici, mais qui sont détaillés dans le livret. Et au niveau de la valorisation et du transfert des résultats, au cours de ce projet, on a eu 3 thèses qui ont pu être soutenues. Donc, vous voyez qu'il y a un fort impact sur la formation des futurs scientifiques. On a également eu 12 publications à caractère scientifique donc dans des journaux internationaux à comité de lecture. Et en particulier, les 3 faits marquants que je vous ai présentés ont fait l'objet de communiqués de presse au niveau de INRAE. Ce projet nous a également mené à 2 dépôts d'invention et un brevet, donc sur des couples récepteurs-ligands comme outil de crible. Et on a également eu une forte activité de vulgarisation avec différents articles, l'intégration de nos résultats dans nos propres enseignements, qu'ils soient au national mais aussi à l'international.
et une forte médiation auprès du grand public avec différentes activités. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. Et ceci sur tout support, hein, depuis la télévision, l'intervention dans les écoles, les salons, les rédactions d'ouvrages ou chapitres d'ouvrages. Les perspectives de ce projet sont bien sûr la première de passer du laboratoire au champ, parce que tout ce que nous avons pu faire aujourd'hui, c'est essentiellement des expériences de laboratoire. Et pour ça, nous n'avons pas de compétences pour passer au terrain, donc nous travaillons dans le cadre de collaboration. Le deuxième point qui nous a ouvert des perspectives, c'est que l'approche qu'on a utilisée dans le projet que je viens de vous présenter est une approche odorant guidée. Ça veut dire qu'on s'est servi des caractères des odeurs pour pouvoir en prédire des nouvelles. Et aujourd'hui, on développe une approche qui va être récepteur guidé, donc qui va être particulièrement pertinente pour les récepteurs sur lesquels on n'a pas de connaissances sur les odorants qui les activent. Typiquement, le récepteur à la phéromone que je vous ai présenté tout à l'heure, il ne reconnaît qu'une seule molécule. Donc, c'est impossible de pouvoir identifier des caractères communs aux différentes molécules qu'il reconnaît. Et pour ça, l'idée est d'exploiter les différentes innovations récentes, en particulier en biologie structurale, c'est-à-dire l'établissement de structures tridimensionnelles des protéines, et en intelligence artificielle, qui vont nous permettre, dans une approche, on va dire, un peu de drug design, comme est utilisé en pharmacologie, de pouvoir atteindre du haut débit, et également d'essayer de gagner en généricité. Donc, la preuve de concept aujourd'hui est sur une noctuelle. Et notre objectif est d'un petit peu d'établir un pipeline automatique avec de l'in silico et in fine un petit peu d'expérimentation qui soit applicable à toute espèce et en particulier à toute espèce nouvelle, les espèces invasives, sur lesquelles il est souvent long de pouvoir développer des approches d'écologie chimique classique. Une autre application intéressante des récepteurs olfactifs que je voudrais signaler est aussi la possibilité de les utiliser comme des détecteurs sur une nouvelle génération de biosenseurs ou nez artificiels qui vont être capables, puisque ces récepteurs détectent par exemple les odeurs des insectes, hein, les récepteurs aux phéromones, on peut imaginer les greffer sur des nez artificiels et pouvoir détecter dans les parcelles l'arrivée, la présence de ravageurs ou d'espèces invasives. Et ça, donc, ces deux idées que je viens de vous présenter font l'objet de projets qui sont actuellement en cours. L'ANR CRIOR, donc, que je coordonne sur la biologie structurale et l'intelligence artificielle, et le projet investissement d'avenir Ferrosensor pour le développement des biosenseurs, qui est coordonné par mon collègue Philippe Lucas dans notre laboratoire. Et pour terminer, je voudrais aussi signaler que nous avons dans ce projet uniquement étudié l'olfaction et les récepteurs olfactifs, mais il ne faut pas oublier que la gustation est l'autre sens chimique extrêmement important pour les insectes, puisque c'est finalement le goût qui va décider l'insecte à manger ou pas manger la plante sur laquelle il vient d'arriver. Et on a, à travers l'analyse du génome, on a pu identifier un répertoire fabuleux de plus de 300 récepteurs gustatifs chez notre noctuelle. Donc, vous voyez que là, nous avons des énormes perspectives qui sont offertes par ces travaux et ces identifications. Et pour terminer, je souhaite remercier les personnes qui ont participé à ce projet. En particulier, dans notre laboratoire, je vous ai mis en rouge les différents doctorants qui ont participé à ce travail, donc les 3 premiers qui ont soutenu leur thèse et les 2 derniers, donc Zibo et Arthur, qui sont actuellement en thèse avec nous. Également remercier un postdoctorant et ingénieur qui travaille avec nous, Fautini Rémy, et puis mes collègues Camille Mélin, Nicolas Montagnier, qui sont scientifiques dans notre département et qui ont travaillé sur ce projet, ainsi que l'aide de Christelle et Marie-Christine en tant qu'ingénieure et technicienne. Au niveau de Nice, je remercie mes collègues, en particulier Jérôme Goleghiopsi et Sébastien Fiorucci, qui ont mené de front ce projet sur la modélisation, et Cédric Bouisset, qui a été doctorant, donc côté Nice, sur les aspects modélisation. Donc le binôme modélisation-expérimentation a été, je trouve, assez fructueux. Et je remercie également les collègues de Rennes, donc en particulier pour l'accès à leur plateforme de crible au débit. Et je vous remercie pour votre attention et je peux prendre quelques questions s'il reste du temps. Merci beaucoup. Il nous reste du temps, donc on peut effectivement prendre quelques questions. Donc, je vous invite à les écrire dans le module Q&R que vous trouverez en bas de votre écran. Et Oui, en attendant...
Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être je peux commencer par une question, Emmanuel, si tu veux bien. Oui. Euh, J'avais une question sur la spécificité des récepteurs. Est-ce que c'est espèce spécifique, genre spécifique, famille spécifique? Est-ce qu'il y a des différences selon le type de de récepteur? Je vais y Oui. arriver. Mm. Voilà, bref. Oui, oui. Voilà. Alors, oui, c'est une très bonne question, puisqu'effectivement, ben, typiquement, les récepteurs aux phéromones, ils vont être très espèce spécifiques, puisque le mélange phéromonal est un mélange qui est une véritable signature de l'espèce, pour pas qu'il y ait de mélange entre les espèces. Et donc là, nous avons des récepteurs très spécifiques et espèces dépendants. Après, on trouve certains récepteurs qui sont conservés, en particulier les deux que je vous ai présentés en deuxième partie. On s'est aperçu que ce sont des récepteurs qui sont conservés, en tout cas au sein du genre Spodoptera. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que tout ce qu'on peut trouver comme molécules actives sur ces récepteurs chez Littoralis auront potentiellement des applications possibles chez les autres Spodoptera. Oui, mais et du coup, ça veut peut-être aussi dire, alors si je me, enfin si c'est que s'il y a ce type de récepteur chez des auxiliaires, ça peut aussi créer des, je sais Alors, pas comment appeler ça, des interférences, quoi. oui, Enfin, tu vois ce alors, que je veux dire? ce que je n'ai pas précisé, c'est que les récepteurs olfactifs, ils ont la caractéristique d'être extrêmement divergents entre insectes. Ça veut dire ce sont des récepteurs avec une évolution rapide, justement, pour que chaque espèce puisse s'adapter un petit peu à son environnement écologique. Et il n'y a aucune conservation entre des récepteurs de papillons, des récepteurs de diptères, des récepteurs de d'hyménoptères. Donc, donc voilà, ça c'est aussi un point qui est important de souligner, c'est que effectivement ce qu'on va trouver sur des récepteurs spécifiques papillons, normalement, ne devrait pas avoir d'effets collatéraux sur des espèces auxiliaires. Merci. Et du coup, moi, enfin, il n'y a pas de questions dans le QR, mais et d'un point de vue de l'application, vous envisagez ça comment? En fait, il faut diffuser donc des bloquants d'odeur. Voilà, donc l'utilisation, ce sera typiquement comme ce qui est actuellement fait pour les médiateurs chimiques classiques, on peut dire. Ouais, Ça peut être de la diffusion par des diffuseurs, ça peut être des nouvelles générations de diffuseurs en spray, par exemple. Je oui. sais qu'il y a ça aussi. Donc après, c'est tout. On déploie les mêmes technologies, hein, et là, il y a aussi beaucoup d'avancées. Je vois chez nos collègues beaucoup d'avancées sur des systèmes de diffusion. Mais ça, c'est plus notre partie. Mhm. Nous, on va être là finalement pour proposer des nouvelles odeurs, des nouvelles molécules à mettre dans D'accord. ces, dans ces diffuseurs. Et une même odeur, un même bloquant d'odeur peut agir sur plusieurs récepteurs ou non? Alors ça, on ne sait pas encore. Ouais. Hmm. C'est peut Mais agir à la fois sur la phéromone et à la fois sur la... j'espère que oui, bah, j'espère que l'intelligence artificielle, enfin les résultats préliminaires qu'on a sur des prédictions sans a priori sont assez encourageants. D'accord. Et du coup, d'un point de vue de l'homologation, ça reste une homologation, ça serait une homologation comme des Comme les médiateurs chimiques. comme les médiateurs Puisqu'on chimiques. reste sur des banques de cribles qui sont des molécules naturelles. D'accord. Et bien sûr, on crible les banques sur des molécules non toxiques et peu chères, bien sûr, pour que bon, il y ait une réelle application derrière. Parce que Oui, une molécule toxique ou une molécule trop chère, ça ne va pas le faire. oui, ou trop cher à synthétiser ou Oui, voilà, parce que oui, il y a beaucoup de phéromones qui sont quand même assez chers, donc assez des cher molécules seraient bienvenues. à produire. Donc, bonjour à tous. Merci pour votre invitation donc, à présenter ce projet donc, qui portait sur l'étude d'une souche d'une bactérie du sol. Essayer donc d'optimiser son usage et comprendre son mode d'action pour son utilisation en tant que produit de biocontrôle. Voilà, donc je m'appelle Bernard Dumas et je suis donc responsable d'un laboratoire commun en fait avec une entreprise privée au laboratoire de recherche en sciences végétales de Toulouse. Et donc il s'agissait d'une ANR-PRCE donc qui a duré environ 4 ans avec le Covid par-dessus, etc. jusqu'à qui a terminé en 2022. Voilà, donc en fait, contexte objectif du projet. En fait, il s'agissait d'étudier une souche de bactéries qui appartient à un genre un peu particulier, qui sont les streptomycètes. Alors, les streptomycètes, ce sont des bactéries filamenteuses, comme on peut voir leur aspect en microscopie à balayage sur cette photo.
Ce sont des bactéries qu'on va retrouver dans de nombreux environnements naturels, que ce soit les environnements marins, le sol, en symbiose avec des insectes aussi, etc. Et on en dénombre plus de 1000 espèces actuellement. Et seulement, enfin au niveau des plantes, deux ou trois espèces sont considérées comme des pathogènes de plantes. Alors ces bactéries sont particulières parce qu'elles ont la propriété de produire de nombreux métabolites spécialisés qui ont des activités biologiques diverses et variées. Et notamment, on les utilise beaucoup en santé humaine pour la production, donc la découverte d'antibiotiques. À peu près, presque la moitié des antibiotiques utilisés en médecine proviennent des streptomycètes. Alors, au niveau du sol, on retrouve beaucoup de streptomycètes en contact avec les racines végétales, donc dans ce qu'on appelle la rhizosphère. Et elles ont un rôle, beaucoup de rôles assez particuliers et bénéfiques pour les plantes au niveau de la rhizosphère, notamment par leur capacité à synthétiser des phytohormones, donc des hormones végétales. Elles vont moduler le développement des racines. Elles sont capables également d'induire les réponses immunitaires des plantes et donc leur permettre de mieux résister aux micro-organismes pathogènes. Elles produisent des composés qui sont directement antimicrobiens, donc qui peuvent moduler, en fait, éviter la surmultiplication de certains micro-organismes dans les sols, et notamment des micro-organismes pathogènes. Et c'est pourquoi on les trouve en tant qu'acteurs majeurs de ce qu'on appelle des sols suppresseurs, c'est-à-dire des sols qui vont éviter la propagation de maladies telluriques. Et puis, elles ont aussi des bénéfices nutritionnels, puisqu'elles sont capables de solubiliser certaines formes d'azote et de phosphate et permettent leur assimilation par les plantes. Certaines sont aussi capables de stimuler des symbioses des plantes avec d'autres micro-organismes, notamment les mycorhizes. Voilà, donc beaucoup d'actions bénéfiques pour les plantes, mais curieusement, seulement 7 souches sont utilisées en tant que biocontrôle ou biostimulants au niveau mondial. Et un seul produit contenant une souche de streptomycète est homologué en biocontrôle en France. Il s'agit du Mycostop. Alors, dans le cadre de notre collaboration avec donc les entreprises de Sangos et Agronutrition, on a criblé une collection de streptomycètes pour leur capacité à induire les défenses végétales. Et on a sélectionné une souche qu'on a appelée AGN23 qui induit fortement les défenses des plantes, qui produit des métabolites antimicrobiens qui colonisent la rhizosphère. Donc là, on voit par exemple l'effet de cette souche contre certains pathogènes végétaux comme Alternaria brassicicola, un oomycète. Alors, les oomycètes ne sont pas des champignons, donc en général, les activités sont un peu différentes et plus difficiles à trouver. Mais cette souche, à chaque fois, a quand même des activités importantes contre les champignons. Et puis, on a vérifié qu'elle se développait bien au niveau de la rhizosphère. Donc, sur la photo de droite, vous voyez en violet une racine végétale. Donc, il s'agit d'une racine de la plante modèle Arabidopsis. Et en vert fluo, c'est la souche AGN23 dans laquelle on a introduit un gène codant une protéine fluorescente, la GFP, et donc on voit qu'il se développe abondamment au niveau de la racine de la plante. Alors, la question qu'on avait à ce niveau-là, c'est évidemment comprendre pourquoi cette souche était active. Et pour comprendre pour répondre à cette question, donc on a séquencé son génome et on a entrepris de faire ce qu'on appelle des analyses de métabolomique, c'est-à-dire de biochimie globale, en fait, pour identifier tous les métabolites spécialisés que cette souche était capable de produire afin d'identifier des candidats qui nous permettaient donc de comprendre son action. Donc ici, vous voyez une représentation du génome de cette souche. En fait, il s'agit d'un seul chromosome de presque 10 mégabases. Et puis, vous voyez tous les petits clusters, les petits carrés, ce sont des clusters de gènes de biosynthèse des métabolites secondaires. Et donc, avec des outils informatiques, on peut déduire à partir de ces clusters donc les métabolites qui sont susceptibles d'être produits. Pour certains, donc, ces métabolites ont été retrouvés par analyse métabolomique.
Et on s'est intéressé, alors on voit que la souche produit environ une quarantaine de métabolites, dont certains ont des activités antifongiques connues et d'autres des activités directement sur les plantes. Alors nous, on s'est intéressé à une classe de métabolites qui pouvait expliquer à la fois l'activité antifongique de la souche et son activité sur les défenses végétales. Alors, ces métabolites, il y en a plusieurs qui sont groupés donc, sous le terme de galbanolides. Donc, on voit ici la structure. Alors, pour étudier l'action de ces composés, donc on a construit des mutants d'AGN23 incapables de les synthétiser. Et on a étudié donc leur activité au contact de la plante. Alors, une caractéristique de la souche AGN23, c'est qu'en induisant les défenses végétales, elle bloque au moins en partie ou elle diminue la croissance de la plante. C'est un phénomène bien connu chez les plantes, donc qui, quand elles sont stimulées au niveau des défenses, vont faire un choix entre défense et croissance, et elles choisissent la défense. Et donc, on voit ici les plantes d'Arabidopsis donc, se sont développées au contact de la bactérie, qui sont donc un peu plus petites que la plante sans AGN23. Et puis, on voit l'effet, donc, cet effet de réduction de croissance est perdu chez les mutants, donc, qui sont incapables de synthétiser ce composé galbanolide. Alors, une découverte qu'on a faite qui n'était pas forcément prévue au départ, c'est qu'on s'est rendu compte, en fait, que bon, déjà, ça, on le savait, que la bactérie se développait préférentiellement au niveau de la rhizosphère, mais on s'est rendu compte qu'en fait, la synthèse de galbanolide était importante pour avoir cet effet au niveau de la rhizosphère. Et on s'est rendu compte en utilisant des mutants végétaux, donc je ne vais pas présenter les résultats ici, mais pour gagner du temps, mais qu'en fait, le fait de stimuler les défenses végétales avait un effet bénéfique sur le développement de la bactérie. Alors, on ne sait pas exactement le lien entre les deux, mais en tout cas, il y avait un intérêt quelque part pour la bactérie d'induire les défenses végétales pour mieux occuper donc cette niche écologique. Alors, une question qu'on se pose souvent quand on veut utiliser des bactéries de biocontrôle, c'est évidemment leur impact au niveau de la flore microbienne. Donc, on veut que ces bactéries permettent de lutter contre les micro-organismes pathogènes, mais on peut pas, on peut évidemment penser qu'il pourrait y avoir des effets un peu de dégâts collatéraux, on va dire, sur la flore microbienne de la plante. Donc, on a étudié cette question avec donc AGN23 en étudiant le microbiome de la rhizosphère de plantes qui avaient poussé avec ou sans, avec 2 doses d'AGN23 ou sans AGN23. Et on s'est rendu compte qu'en fait, dans le microbiote de la plante avec AGN23, on avait un enrichissement de la diversité des micro-organismes dans cette rhizosphère, à la fois pour les bactéries, mais aussi pour les champignons. Donc, ce qu'on pense, en fait, c'est que AGN23 permet d'éviter la surabondance de certaines espèces au détriment d'autres et permet d'avoir un équilibre beaucoup plus diversifié, en fait, de la flore microbienne au niveau des racines. Alors, juste pour résumer un peu tous ces résultats, donc, au cours du projet Streptocontrol, on a pu décrypter le dialogue moléculaire et chimique qui s'établit entre une souche de Streptomyces et les plantes, avec l'identification de ce composé, donc les galbanolides, qui ont un rôle central dans ce dialogue et qui permet en fait à la bactérie, en agissant à la fois sur la plante et sur les micro-organismes, de s'établir au niveau de la rhizosphère. Et enfin, donc, cette bactérie avait relativement peu d'impact sur le microbiome global de la plante, excepté ce rôle donc d'augmenter la diversité. Alors, au niveau des contributions aux enjeux écophytaux, donc on a apporté des connaissances sur l'utilisation des streptomycètes comme souche de biocontrôle. On a identifié des marqueurs à la fois génétiques et biochimiques pour suivre ces souches dans l'environnement, puisque l'étape ensuite, c'est de pouvoir faire des essais en conditions agronomiques. Et on a surtout montré qu'un seul métabolite dans une souche pouvait avoir un effet majeur sur l'activité biologique de cette souche. Donc, en fait, en établissant un catalogue de ces métabolites, on pourra arriver ensuite à mieux sélectionner ces souches
et à suivre leur activité. Et puis, on a pu voir donc l'impact de cette souche sur l'environnement microbien et aussi également essayer de prédire son impact si cette souche est utilisée en tant que produit pour l'agriculture. Alors, pour ce qui est la valorisation et le transfert de résultats, donc là, je vais parler uniquement du transfert de résultats pour au niveau industriel. Je n'ai pas détaillé pour la partie fondamentale avec un certain nombre de publications et de présentations. Donc, ce développement est assuré par notre partenaire industriel. Donc là, la question, évidemment, le bottleneck, on va dire, à ce niveau-là, c'est la production à des coûts compatibles avec l'utilisation agronomique des souches de biocontrôle et ensuite de déterminer la meilleure façon de les appliquer. Donc là, on s'oriente plus particulièrement vers des systèmes de traitement de semences qui permettent d'appliquer les souches au moment du semis. Mais il faut derrière avoir il y a beaucoup de contraintes au niveau formulation, au niveau conservation de ces souches sur les semences et au cours de l'utilisation par l'agriculteur. Alors, les perspectives de ce projet, donc, grâce à l'expertise qu'on a acquise sur la souche AGN23, on a introduit dans le pipeline de notre laboratoire, de notre équipe, de nouvelles souches de Streptomyces avec d'autres types d'activités. Et là, actuellement, on essaye d'étudier également les propriétés du microbiote modifié par ces souches. Quelles sont les souches qui sont particulièrement compatibles avec les streptomycètes? Quelles sont les souches qui sont favorisées? Est-ce qu'elles ont des propriétés intéressantes? Et puis, on vient de définir donc des communautés synthétiques pour pouvoir étudier plus rapidement et plus efficacement tous ces aspects donc, des souches de biocontrôle sur le microbiote. Voilà, je finis juste par présenter le consortium et les partenaires. Donc, dans ce projet, il y avait bien évidemment le LRSV avec deux étudiants en test, Clément Nicole et Damien Guérard. Un ingénieur d'études, Marion Hortala, et un ingénieur de recherche, Mohamed Zouaoui. Côté de Sangos, Thomas Rey a participé donc, en tant que responsable des projets biofongicides, avec l'aide technique de Rémi Pindariès et d'Aurélien Amiel pour la partie métabolomique. Et puis, nous avons bénéficié de l'aide d'une équipe de l'IDBC dirigée par Sylvie Lautru, qui sont des spécialistes en génétique moléculaire des streptomycètes. Voilà, donc voilà. Je remercie les différents partenaires, évidemment. Puis voilà, en tant que valorisation aussi, donc je voulais faire un petit, comment dire, une petite annonce sur la publication de ce livre qu'on a écrit en coordination avec mes collègues Pierre Jean Combaré sur les derniers aspects donc, de stratégie de biocontrôle. Voilà, merci. Alors, on a le temps de prendre une question rapidement. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans le module Q&R. Alors, Marc. peut-être en attendant des questions, parce que j'en vois toujours pas. Je vais poser une question à Bernard. Là, Bernard, l'objectif d'application, c'est quoi? C'est d'utiliser la bactérie ou d'utiliser les métabolites? Je veux dire en pratique. En pratique, c'est plutôt utiliser la bactérie Oui, qui est voilà, bon après c'est à la fois en termes d'efficacité, peut-être de simplicité aussi après, mais c'est très dépendant en fait le mode d'application aussi de la réglementation qu'il y a derrière. oui, Appliquer les métabolites, ça peut être plus compliqué que d'appliquer la bactérie. Parce que pour les métabolites, il faut caractériser vraiment chaque métabolite qui est présent dans le mélange au niveau toxicité, au niveau. Enfin bon, voilà, c'est. Alors qu'une bactérie, on reste au niveau d'une bactérie. Enfin, oui, ok. voilà. Merci. Alors, il y a une question dans le chat. Est-ce que j'ai le temps de la poser, Caroline, ou pas? Oui, Oui, oui. il y en a même deux. Euh, Alors, la deuxième, tu y répondras, Caroline. La première, donc, quelles sont les conditions pour une AMM de ce type de produit? Donc, pour une autorisation de mise sur le marché.
Alors, si c'est un produit de protection des plantes, donc le circuit en fait est assez proche de ce qu'on trouve pour les composés conventionnels en fait. Donc, c'est alors je suis pas super spécialiste de tout ça, mais c'est des études de tox, d'écotox. On suit la persistance de la souche. Là, en l'occurrence, ce sera dans le sol, etc. Donc, c'est vraiment en fait la réglementation ne va pas faire forcément la différence entre, enfin, ou pas vraiment très allégé pour un produit de biocontrôle ou un produit classique, en fait. Pour ce qui est de la protection hein, des plantes. Oui. On a le temps, une autre question, Caroline, ou Oui, Je- mais rapidement. une question super rapide. Est-ce que vous avez démontré une efficacité au-delà des pathogènes vis-à-vis des ravageurs? Non, on est resté, enfin, pathogène, tu parles de micro-organismes Oui, pathogènes, oui, voilà. du Pathogène, champignon. c'est Non, on est bactéries, resté champignons. sur champignons, on n'a pas été voir, je sais pas, insectes ou. Oui, c'est ça. C'était C'est ça le ça sens de la l'idée? question. C'était ça la question, ouais. Ouais. Je vais inviter Benoît à prendre la parole pour nous présenter la thèse ARPI GCPE paysage. Bon. Oui, ça fonctionne le partage? Oui, c'est Oui, parfait. c'est tout bon. Eh bien, du coup, bonjour toutes et tous et merci pour l'invitation à ce webinaire. Euh, Moi, je suis chercheur à l'UMR Apsis à Montpellier et donc le travail que je vais présenter a été réalisé dans le cadre de la thèse d'Henrik Courson, qui était dirigée par Sandrine Petit et que j'ai co-encadré. Donc, Henrik a effectué sa thèse à l'UMR Agroécologie à Dijon et il a soutenu il y a un peu plus d'un an. Donc, c'est une thèse qui avait été financée à 100% par l'OFB dans le cadre de l'appel national 2018 d'Ecophyto 2+. Voilà, donc ARFI, c'est pour accompagnement par la recherche du réseau défi. Donc, en fait, c'est un collectif qui a notamment donné lieu à 3 autres thèses. Une qui était présentée, je crois, dans le premier webinaire sur la viticulture. Et GCPE, c'est pour grande culture, polyculture, élevage. Sur les questions du paysage, il y avait une autre thèse qui s'était intéressée aussi à la viticulture et au verger également. Voilà, donc on va quitter l'échelle moléculaire et individuelle pour passer à l'échelle du champ, voire du paysage. Euh, alors, euh, donc le point de départ de ce travail, en fait, c'était une thèse précédente, donc la thèse de Martin Lechunet, qui lui avait soutenu en 2017. Et donc, il avait analysé déjà les données du réseau défi ferme en grande culture, polyculture, élevage au moment de leur entrée dans le réseau. Donc, entre autres, il avait identifié 2 points importants. Donc, ce qu'on voit à gauche, c'était d'une part qu'il n'y avait pas d'antagonisme nécessaire entre réduction de l'usage de pesticides et puis les performances agronomiques ou économiques. Donc ici, tous les points verts qui montrent qu'il peut y avoir synergie entre ces deux éléments. Ce n'est pas toujours le cas, hein, c'est les points rouges qui montrent un antagonisme. Mais bon, voilà, il n'y a pas un antagonisme nécessaire. Et puis par contre, donc c'est ce qu'on voit sur la droite de la diapo, il y avait quand même une forte variabilité entre systèmes de culture. Ici, on voit une même situation de production, par exemple dans le nord de la France, avec une production de, de céréales, colza, betteraves, pommes de terre. Et puis, on voit qu'entre 2 systèmes de culture, ben, il y a des variations fortes d'intensité d'usage de pesticides et aussi des variations fortes au sein des systèmes de culture. Donc l'intensité d'usage de pesticides, ici, elle est mesurée avec l'indice de fréquence de traitement. Ça sera la même chose pour toute la suite de la présentation, donc avec l'acronyme IFT. Donc derrière ça, il y avait l'idée, en fait, que, pour le dire autrement, que la capacité des fermes à réduire leur usage de pesticides, elle dépendait aussi de facteurs qui leur étaient externes. Et donc, on pouvait faire l'hypothèse qu'il y avait des effets liés au paysage et aux pressions de bioagression.
Et donc, dans cette thèse, Henrik Pourson il s'est intéressé à deux grandes questions. La première, c'était de caractériser la variabilité interrégionale du pool de bioagresseurs. Et la seconde, c'était de voir comment les indices de fréquence de traitement dans les fermes dépendaient de ce pool régional, modulé par le paysage qui entourait les fermes et puis les pratiques agricoles. Et donc, je présenterai deux résultats qui correspondent à ces deux questions. Alors, pour son travail, donc Henrik Pourson a utilisé un ensemble de bases de données à échelle nationale. Donc, d'une part, les données du réseau d'EFIFERM, avec en grande culture, polyculture élevage, un pool total de 1500 fermes, et donc qui permettent d'obtenir les données de pratiques agricoles, dont l'IFT. Il a utilisé également les données épiphytes, qui sont en fait les données qui alimentent le BSV et qui permettent de calculer des occurrences de bioagresseurs à l'échelle régionale. Et puis également un ensemble de bases de données cartographiques qui permettent de calculer des caractéristiques paysagères et des bases de données pour calculer des caractéristiques climatiques. Alors le premier résultat principal, donc porte ici sur l'analyse des données épiphytes. Donc on voit ici la représentation de bioagresseurs, avec à gauche les pucerons des céréales et à droite les ravageurs du colza, à savoir méligette et charançon de la tige. Donc, il s'agit ici de données de l'année 2018, qui était l'année avec le plus de données. Et donc les données, elles ont été agrégées sous la forme d'une proportion d'occurrence par petite région agricole. Et donc ici, il y a 181 petites régions agricoles qui sont représentées sur toute la France. Alors, ce qu'on voit d'une part, c'est une forte variabilité interrégionale. Donc, une variation de l'intensité de cette proportion d'occurrence. Et pour le dire autrement, ça veut dire que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne du point de vue du pool de bioagresseurs pour un bioagresseur donné. D'autre part, cette proportion d'occurrence, elle avait des variations fortes de niveau selon le bioagresseur. Hein. En moyenne, pour les pucerons des céréales, on est autour de 25% pour cette métrique, alors qu'à droite, pour les ravageurs du colza, on est autour de 60%. Et donc, en termes de déterminants, donc l'objectif, c'est d'identifier les déterminants paysagers et climatiques de cette proportion d'occurrence. Donc, dans des analyses qui mobilisaient plus d'une vingtaine de variables paysagères et climatiques, donc il est ressorti pour les deux types de bioagresseurs un effet du paysage, avec moins de bioagresseurs lorsqu'il y avait une forte proportion de prairies. Et dans le cas des ravageurs du colza aussi, des proportions d'occurrence plus faibles quand il y avait beaucoup de cultures pérennes dans la petite région agricole. Et puis aussi des éléments climatiques. Donc là, un facteur qui ressortait qui était un effet négatif de l'humidité de l'air en été. Et donc, les effets paysages qu'on voit là, hein, effets notamment de la proportion de prairies, peuvent s'interpréter comme un effet de régulation biologique. Ces éléments semi-naturels pouvant servir d'habitat complémentaire et favorisant ainsi les ennemis naturels de ces ravageurs. Donc, dans le deuxième résultat que je présente ici, c'était une analyse qui a mobilisé 557 fermes du réseau DEFI. Donc, parmi les 1500 évoquées tout à l'heure, en fait, il y a une sélection de fermes qui étaient comparables en termes de système de culture, donc qui mobilisaient principalement du blé d'hiver au moins une année sur trois, qui avait recours à la bourre au moins de temps en temps, et une intensité intermédiaire de fertilisation. Et donc, c'est des données qui couvraient la période 2014 à 2019. Et donc, l'enjeu, c'était de voir l'effet sur l'IFT insecticide du pool régional de bioagresseurs, du paysage environnant, et puis des caractéristiques agronomiques des faits. Donc, sur ces graphiques, on voit l'IFT insecticide en ordonnée, et puis en abscisse, là aussi, parmi tout un ensemble de variables, les trois variables qui sont ressorties significatives. Alors, à gauche, on voit que l'IFT insecticide était plus fort dans les fermes avec une forte proportion de cultures très consommatrices en insecticides. Donc, c'est une classification qui avait été faite, principalement ici des cultures de colza et de moutarde dans les successions. Le graphique central montre que
L'IFT était également plus fort quand la pression régionale de bioagresseurs était élevée. Et puis, en revanche, donc sur le graphique de droite, on voit que dans les paysages avec une forte proportion de haies, l'IFT insecticide était plus faible. Et de façon intéressante, ce résultat était robuste, hein. On a essayé de voir ce qu'il en était en réduisant le jet de données. On retrouve ce résultat quand on restreint uniquement vraiment au blé ou au colza. Par ailleurs, on s'était demandé si ce qu'on voyait, c'était pas un effet confondant lié au fait que bah, dans les paysages avec peu de haies, en fait, on retrouverait aussi des situations avec un fort potentiel de rendement qui impliqueraient éventuellement des pratiques un peu plus intensives. En fait, on a montré que ce n'était pas lié à ce potentiel de rendement et que ce qu'on voit là est bien un effet effectivement bien lié au. Euh, Voilà, alors je rappelle que les résultats que je viens de montrer, hein, ce sont des analyses d'approche statistique explicative. Donc, on ne peut pas les utiliser directement comme comme si c'était un modèle prédictif validé. Toutefois, l'intérêt de cette étude-là, qui mobilisait des grands jeux de données, c'est quand même d'avoir une certaine robustesse compte tenu de la taille des jeux de données utilisés. Et donc, ce sont des résultats qui montrent donc qu'il est possible de réduire l'usage de pesticides, d'une part en jouant sur le paysage et notamment en favorisant les haies, et d'autre part en favorisant une régulation biologique des bioagresseurs à l'échelle régionale, puisqu'on a montré que ce pool régional de bioagresseurs, il a un effet à l'échelle plus locale des fermes. C'est un travail qui montre, qui conforte la pertinence d'une coordination à l'échelle territoriale, notamment sur deux leviers. D'une part, la diversification des cultures. On l'a vu, hein, la présence de certaines cultures fortement consommatrices de pesticides joue sur la consommation à l'échelle globale du système dans ces grands jeux de données. Et puis aussi sur la prise en compte de l'intégration des propriétés écologiques favorables des réseaux de vie. C'est un travail qui n'aurait pas pu être fait, hein, sans l'existence de ces grands jeux de données. Et donc ici, ça montre la pertinence de ces types de réseaux, en particulier les réseaux de suivi de bioagresseurs à grande échelle, même si là, effectivement, on va dire, on explore des hypothèses autour de la régulation biologique des bioagresseurs, mais on n'a pas pu vérifier en fait ça parce qu'on n'a pas de données directement sur les populations d'auxiliaires. Et donc, il y aurait un fort intérêt à combiner en fait ces suivis bioagresseurs avec des suivis auxiliaires dans des dispositifs de suivi multiplexons. Voilà, donc bon, vous pourrez trouver plus d'informations dans le mémoire de thèse d'Emery Courson qui est accessible en ligne. Il y a également eu 2 articles scientifiques publiés dans le cadre de la thèse. Il y en a un troisième qui est encore en cours de rédaction. Et puis, il y a un article de synthèse en français qui a été publié aussi sur le site du RMT Bioreg que vous pourrez retrouver. Voilà, alors les perspectives de ce travail, bon, sur le plan scientifique, c'est d'aller plus loin, hein, sur la compréhension du rôle des infrastructures agroécologiques. Là, à ces échelles-là nationales, on ne peut pas travailler de façon fine sur les caractéristiques des haies, notamment, hein. On peut travailler sur des proportions de haies, en gros, de longueur de réseau de haies, un petit peu, mais ce n'est pas tout à fait cette métrique-là qui a été utilisée, mais on ne sait pas du tout de quel type de haie il s'agit à cette échelle-là. Donc, du coup, il faut que ce travail soit valorisé de manière complémentaire aussi avec des approches plus locales qui tiennent compte des propriétés écologiques de ces structures-là. Et puis également en termes de gestion de ces éléments, puisque la gestion des haies impacte sur leur capacité à produire les services qu'on peut attendre. Et puis, sur le développement, je pense qu'il y a des gros enjeux autour du développement d'outils de conseil pour les agriculteurs qui intègrent justement les infrastructures agroécologiques en termes d'implantation, quelles espèces mettre, et puis aussi en termes de gestion. Et ça rejoint les enjeux actuels, hein, autour du maintien des haies, de leur gestion et aussi de la replantation. Voilà, et je veux remercier du coup, l'OFB et Ecofito qui avaient donc financé le travail à 100%.
le réseau Défi également, l'équipe AgroSys qui a bien contribué à ce travail, la DGL qui avait permis du coup l'accès aux données EPIFI, et puis l'ensemble des personnes qui sont mentionnées ici, qui ont participé soit à l'analyse des données, aux discussions dans le collectif ARFI, au comité de pilotage de la thèse d'Emeric. Et, Merci Benoît, on va pouvoir passer aux questions, on a un petit peu de temps. Alors, je vérifie le chat. Il n'y a pas de questions. Bah, du coup, Benoît, je vais peut-être te poser une première question. Ah, moi, je voyais Oui, oui, Ingrid, moi elle aussi était j'en ai prête. une qui traîne. Ouais, je commence. Non, mais c'est ma casquette pathologiste végétale, du coup. Non, je me demandais comment était mesurée l'occurrence des bioagresseurs. Parce qu'à un moment, il me semble, au début, tu parles de pression de bioagresseurs. Voilà, et donc je voulais savoir comment c'était quantifié en fait. Alors j'ai donc bien en compris fait, que c'était ouais, basé sur les BSV, mais voilà, un ouais, donc en fait, petit peu. donc les BSV, les données, elles sont collectées par en fait différents organismes. Il y a une diversité de protocoles. Donc en fait, on a été obligé en fait d'homogénéiser ça. Et donc on a travaillé sur chaque site sur des détections, donc des présences-absences Ouais, sur les parcelles qui sont suivies. Comme on fait d'accord, une agrégation régionale, du coup on calcule sur l'ensemble des observations qui ont été faites des proportions de présence. Donc c'est ce qu'on appelait des proportions d'occurrence. d'accord, ok, merci. Ingrid? Donc, alors, les haies, plus il y a de haies, plus on ferait diminuer les IFT, c'est ça? C'est ça. Avec les IFT, insecticides, pucerons, c'est ça? Alors là, sur cette analyse-là, c'est insecticide puceron. Sachant que la troisième partie de thèse que je n'ai pas présentée là, parce qu'il fallait faire un choix, et puis c'est la partie qui n'est pas encore publiée, c'est une analyse qui a été faite spécifiquement sur le colza, et on retrouve cet effet. D'accord. Et du coup, cette réduction d'IFT, elle est quantifiée à peu près à combien? Alors là, c'est difficile d'avancer, il faut regarder là sur Oui, le c'est ce que chiffre je... en tête. Il faut faire attention aussi enfin, comme je le disais, voilà, on n'est pas sur un modèle prédictif, donc annoncer qu'on va mettre 10 000 km de haies, c'est à peu près ce qui est perdu chaque année, là, si que ça va permettre de réduire les IFT de temps, je ne m'avancerai pas là-dessus, quoi. Oui, Mais de oui. fait, on a un résultat qui est significatif et robuste, c'est-à-dire qu'on le retrouve, quoi. Ouais. C'est vraiment un message important. D'accord. Et du coup, pour poursuivre sur ces haies, en attendant les Oui, questions, ah si, il va il y y a avoir une une question, question. mais du coup, je pose ma question Ouais. avant parce que j'avais démarré. C'est quoi les hypothèses qui expliquent cet effet? Bon, les hypothèses, c'est principalement lié aux régulations biologiques. Donc, c'est vrai que D'accord. les haies, elles peuvent fournir des ressources complémentaires à des auxiliaires qui ont besoin euh, d'autres ressources, en début de saison notamment. Ça peut être des sites aussi de reproduction. Et donc, ça peut permettre de favoriser la présence d'espèces d'ennemis naturels, mais aussi de soutenir des populations. Parce qu'effectivement, pour que le service de régulation biologique y soit effectué, il faut qu'il y ait des populations de taille suffisante. Et Mais donc, du coup, est-ce que c'est lié est-ce que c'est lié au type de haie, c'est-à-dire aux essences qui sont présentes dans les haies? donc Ou c'est est-ce que vous là, n'êtes pas allé jusqu'à ce niveau de c'est ça, détail, c'est ce quoi? que je disais dans les perspectives, c'est-à-dire qu'après, donc là, l'intérêt de ce type d'études, on voit bien que c'est très, très général, on mélange un certain nombre de situations, on essaie de garder à la fois le plus de données possible et de ne pas mettre des choux et des carottes en même temps. Donc il y a eu Ouais, toujours ce, voilà. Mais par contre, on n'a pas le détail de ce qu'il y a, effectivement, hein, ouais. ça, et c'est ce que je mettais en perspective. Ça, c'est des approches forcément plus complémentaires. D'une part, on n'a pas le détail sur les haies, on n'a pas des données de bioagresseurs, et puis on n'a pas euh, non plus la régulation biologique en tant que telle. Ouais. Je vous invite à répondre très rapidement à la question qui est dans le module pour qu'on ne prenne pas trop de retard. On va quand même la prendre à l'oral. Euh, Euh, donc, la question, c'est, vous avez trouvé que la pression des pucerons était moins importante quand il y avait une forte proportion de prairies. Avez-vous vu aussi une différence de pression entre prairies naturelles, donc anciennes et biodiversifiées, et les prairies temporaires? Donc là, ce qu'on a pris en compte, c'est les prairies permanentes.
en tant qu'habitat semi-naturel. Donc, voilà. Donc, on n'a pas, donc c'est bien ce qu'il y a dans le paysage autour, hein. Merci Benoît. Merci. Peut-être au tour de Marie. Marc, je vais vous laisser introduire la présentation de Marie. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Marie est co-directrice de VGnov. VGnov, c'est un centre de recherche et développement qui est basé à Saint-Paul-de-Léon, dans le Finistère, et qui a été créé il y a 35 ans par les producteurs légumiers bretons. Et donc Marie, en plus d'être co-directrice, est responsable du pôle qualité et santé des plantes, qui compte une dizaine de personnes. Voilà. Donc, Marie réalise des travaux en épidémiologie et en développement de méthodes de protection des plantes, et en particulier biocontrôle. Alors, historiquement sur culture maraîchère, mais également maintenant sur d'autres cultures, hein. Il y a une diversification des thématiques chez VGnov. Et donc, aujourd'hui, elle va nous présenter un topo sur les travaux réalisés justement en lien avec les producteurs bretons et en particulier sur la façon dont le biocontrôle au sens large, donc substances naturelles de base, produits microbiens, et puis biocontrôle par conservation, est intégré aux stratégies des producteurs. Et avec en particulier 2 illustrations sur échalotes et tomates. Voilà, je pense que C'est j'ai tout dit parfait. ce que je voulais dire. Et bah, Marie, on te passe la parole du coup. Merci. Eh ben, merci beaucoup. Donc, merci effectivement de m'avoir invité à participer à ces journées. Alors, je vais mettre en plein écran. Normalement, ça marche. Hop. Est-ce que c'est bon du coup pour l'affichage? Oui, c'est parfait. Voilà. Très bien. Bon, je vais commencer rapidement, juste pour reprendre un peu biocontrôle, pour être sûr qu'on se comprenne bien. Alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai la barre qui cache une partie de mes diapos. Hop. Voilà, c'est bon. Parce que si je vois plus mes diapos, je vais avoir du mal. Donc tout d'abord, c'était pour reprendre un petit peu voilà, de quoi on parle quand on parle de biocontrôle, parce qu'il y a parfois des confusions effectivement avec les SDP, les biocontrôles, les biostimulants, les produits utilisables en nature biologique. Donc la première chose, c'est effectivement de savoir quelle est la revendication du produit. Si on parle d'un stress biotique ou abiotique, est-ce qu'on parle d'amélioration de la nutrition, de la qualité des produits? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour distinguer notamment biocontrôle et biostimulant, puisque le biocontrôle, c'est vraiment la lutte contre les stress biotiques. Ensuite, est-ce qu'on parle d'une composition de produits qui est plutôt une matière active naturelle, synthétique? Quels sont les impacts tox et écotox? Comment ils ont été obtenus? Donc, c'est des choses qui peuvent être importante pour savoir voilà, si on parle de biocontrôle ou pas, et aussi quel est le mode d'action du produit. Donc ça peut être une action directe ou une action indirecte. Et donc c'est vrai que voilà, notamment quand on parle des produits SDP, les produits SDP, ils peuvent être dans le biocontrôle. Parce que donc c'est des produits qui agissent indirectement via la stimulation des défenses des plantes, mais ils peuvent être aussi des produits conventionnels, parce que ça dépend vraiment de la composition des produits. Donc voilà, c'était juste pour repositionner un petit peu ça par rapport à la définition du biocontrôle. Et donc voilà, donc au sens large, voilà, le biocontrôle, donc c'est un ensemble d'agents et de produits qui utilisent des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Voilà, au sens très large, avec des produits soumis à AMM et d'autres qui ne sont pas soumis à AMM. Et donc, juste pour clarifier un petit peu au niveau réglementaire, donc la partie à gauche, donc c'est tout ce qui concerne la lutte contre les stress biotiques. Et donc, c'est là où on retrouve le biocontrôle avec une définition au sens large. Et dans cette définition-là, il y a la liste des produits biocontrôle. Mais en gros, l'idée aujourd'hui, c'était d'insister sur le fait que ce qu'on appelle biocontrôle, c'est pas uniquement l'application de produits qui sont sur les listes de biocontrôle, mais ça peut aussi être d'autres types de produits, donc type substances de base, mais également des mécanismes naturels de régulation biologique. Voilà. Donc c'était pour faire une petite introduction, voilà, pour élargir un petit peu. Donc la première chose par rapport aux produits biocontrôle, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des enjeux qui sont très importants parce que donc il y a eu ces dernières années un effet très fort de mode et de promotion des biosolutions au sens large, y compris du biocontrôle, avec une stratégie nationale de développement du biocontrôle, un consortium biocontrôle. Là, on a le grand défi biocontrôle et biostimulant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de difficultés
à intégrer ces produits de manière vraiment efficace dans dans les itinéraires techniques de production. Et notamment, une des choses qui est importante, c'est que l'efficacité peut être assez variable et il peut y avoir aussi des déceptions, on va dire, quand on passe du laboratoire où il y a des trucs qui sont super intéressants et quand on arrive dans les conditions de production où des fois, ben, en fait, on a l'efficacité tout à fait intéressante qu'on avait observée, ben, n'est pas au rendez-vous. Et donc, il y a énormément de travaux aujourd'hui qui sont menés pour essayer de comprendre justement, mais quels sont les facteurs qui impactent cette efficacité, comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette efficacité. Parce que c'est sûr que voilà, on se dit, voilà, si c'est efficace au laboratoire, il y a quand même du potentiel dans cette solution-là, mais pour autant, on arrive au niveau du terrain et ça se reproduit pas. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde l'ensemble des facteurs qui peuvent impacter le biocontrôle, ben forcément, c'est très important. C'est aussi bien la fait, bien sûr, de la génétique de la plante, de la variété, les pratiques culturelles qui peuvent interférer aussi avec les produits, le climat au sens large, hein, ça peut être des effets de température, d'hygrométrie, d'UV. C'est vrai que voilà, quand Bernard Dumas parlait de biocontrôle à base de micro-organismes vivants, bah, c'est sûr que si on est sur un micro-organisme vivant, bah forcément, enfin, c'est un être vivant, donc il faut bien prendre en compte toutes ces caractéristiques pour le mettre dans un état l'application où il puisse être efficace. C'est-à-dire on peut très bien appliquer un produit et conclure ah ben non, il n'est pas efficace, alors qu'en fait, ben juste tout simplement, il est mort parce que c'était pas la bonne température ou parce qu'il s'est desséché sur les feuilles, etc. Enfin, il y a énormément de facteurs qui peuvent influer sur l'efficacité et donc on peut en arriver un peu trop vite à la conclusion que le produit n'est pas efficace sur le terrain, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres qui vont euh, être important pour lui permettre d'avoir une bonne efficacité. Et donc, bien sûr, l'interaction avec d'autres organismes vivants. Donc là, j'avais distingué plante et sol, mais on retrouve, on va dire, la même logique, on va dire, par rapport au fait de l'ensemble des facteurs. Il y a encore, bon, ma liste n'est pas exhaustive, mais c'était juste, voilà, pour soulever le fait que, voilà, une fois qu'on a dit, bah, le biocontrôle, il faut le développer, c'est super, etc., bah, on n'est pas encore arrivé au bout du chemin, parce qu'effectivement, quand on compare avec un produit phytosanitaire conventionnel, qui a un mode d'action souvent plus large, avec quelque chose d'un petit peu, un effet un peu lance-flamme, hyper efficace, surtout quelles que soient les conditions, voilà, c'est beaucoup plus subtil de manœuvrer un produit de biocontrôle vu la diversité déjà des matières actives, enfin, des matières actives, des matières premières qui peuvent y avoir, des modes d'action, etc. Donc voilà, donc c'est très important pour pouvoir les utiliser correctement, de comprendre leur mode d'action et les facteurs qui influencent leur efficacité. Et donc quand je parle de préconisation pour les producteurs, c'est vraiment très important parce qu'il y a eu un effet de, de, de perte de confiance des biocontrôles, du fait d'un petit peu, on a vendu un peu du rêve à des moments à des agriculteurs. Alors maintenant, je pense que il y a un deuxième effet, qu'il y a tellement de molécules qui disparaissent, qui se réintéressent quand même depuis quelques années à ces produits de biocontrôle, mais c'est vrai effectivement qu'il y a quand même des choix stratégiques pour eux à faire. Et donc, c'est important de faire ces choix avec des produits qui sont suffisamment efficaces et pertinents dans leur itinéraire, quoi. Donc, je vais faire une illustration avec quelques résultats donc, qui ont été générés donc, localement avec nos partenaires de la filière légumière bretonne qui nous a créé, donc, comme l'a dit Marc. Donc un premier exemple donc, sur la fuseuse de l'échalote, où en fait on a recherché une alternative au Top 5, donc qui est un produit qui a été interdit depuis quelques années et qui servait notamment pour le trempage des échalotes, donc contre la fusariose. Donc la fusariose, donc, c'est une maladie donc, causée par fusarium qui est transmise par le sol, le plant, qui crée des moisissures. Et donc jusqu'à présent, une des solutions pour lutter contre cette maladie, c'était de faire de la thermothérapie, donc faire des trempages dans de l'eau chaude pour la partie biologique. Et les conventionnels rajoutaient à ça un produit donc, qui était le Top 5, qui a été interdit. Et donc, c'est vrai que suite à l'interdiction du Top 5, voilà, il y a eu des dégâts énormes au niveau des cultures. Ça a généré beaucoup de stress chez les producteurs d'échalotes parce qu'ils étaient démunis en termes de solutions qu'il était possible de tester. Et donc, c'est pour ça que, voilà, donc, collectivement, alors ce que j'ai oublié de dire, effectivement, quand je parle de la filière légumière, c'est vrai que je parle comme une évidence, mais je vais quand même réexpliquer un peu notre organisation. Donc, en fait, il a été créé autour
notamment de Prince de Bretagne, plusieurs structures complémentaires. Donc, il y a VGnov, donc nous, on est un laboratoire dans les conditions contrôlées. Je vais dire, ça va être plus simple si je mets la diapo suivante. Donc, nous, on travaille dans les conditions contrôlées. Après, il y a des stations expérimentales qui, elles, vont travailler dans les conditions de production et en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Et donc, c'est dans ce réseau-là qu'on a décidé de démarrer donc, la recherche de solutions. Et donc nous, à VGnov, on a fait un premier travail donc, de recherche de solutions de biocontrôle et de substances de base. Et donc, on a fait un criblage donc, dans les conditions in vitro, donc directement dans l'interaction avec le pathogène. Voilà, donc on a criblé une cinquantaine de produits au total, donc avec différents types de produits, des produits de biocontrôle homologués, en cours d'homologation. On avait testé aussi des poudres de moutarde, etc. Et notamment, c'est le vinaigre qui s'est avéré le plus intéressant parce il était efficace et donc il est reconnu substance de base. Ce qui veut dire que ça facilite énormément les choses pour l'utilisation par les producteurs, même si on verra que c'est pas si simple que ça parce qu'il est substance de base pour des effets herbicides et que là, comme on n'a pas la même revendication, c'est pas tout à fait pareil. Donc nous, au départ, on a fait cette phase de criblage et donc on a identifié plusieurs produits à l'époque d'intérêt qui ont été testés dans les conditions de production au KT, donc sur plantes. Et c'est là où on a confirmé vraiment l'intérêt spécifiquement du vinaigre en comparaison avec les autres produits qu'on a pu tester et qui avaient une efficacité comparable aux références chimiques. Et donc, c'est pour ça que ça a été confirmé ensuite à grande échelle avec la Chambre d'agriculture, donc chez les producteurs, pour pouvoir permettre l'utilisation et les préconisations pour les producteurs. Et donc, la très bonne nouvelle là-dedans, c'est que les producteurs en agriculture biologique qui, eux, n'avaient pas de solution à part une thermothérapie simple, peuvent utiliser le vinaigre. Donc non seulement on a résolu un problème dans l'agriculture conventionnelle, mais en plus on a trouvé une solution pour les producteurs d'agriculture biologique. Et donc là où ce qui est encore en cours, c'est l'homologation au niveau de la DGL pour pouvoir l'utiliser, sachant que là pour l'instant il y a des dérogations pour permettre quand même aux producteurs de l'utiliser dès maintenant. Donc l'effet un peu, voilà, donc la suite un peu de ce travail-là, c'est de travailler sur différentes souches de fusariose parce qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des hétérogénéités d'efficacité en fonction des souches. Donc l'idée, c'est de voir vraiment, voilà, en termes de durabilité de l'utilisation de cette solution, voilà, parce qu'il peut, voilà, c'est important de réfléchir à un système en durabilité, parce que si on n'a qu'un seul produit, c'est toujours problématique, qu'il soit substance de base ou conventionnel. Donc voilà. Donc ça, c'est pour, voilà, pour faire un portrait rapide de ce projet qu'il y avait eu sur la fuseuse de l'échalote. Ensuite, un autre sujet très important localement, c'est la cladospore de la tomate. Donc, c'est une maladie qui est causée par un champignon, donc Fulvia fulva, qui crée des décolorations à la face supérieure, des taches à la face inférieure. Donc, on observe depuis une dizaine d'années. En fait, il n'existait plus trop parce qu'il y avait des variétés qui étaient résistantes, mais il se trouve qu'avec le retour des variétés anciennes, il y a eu un retour de la cladosporiose et il se trouve qu'aujourd'hui, voilà, on n'a pas encore de produit qui soit vraiment efficace pour le contrôler. Et donc, il y a des problèmes de contournement de résistance, euh, de, de variétés, voilà. Enfin, de contournement récent, mais de toute façon, il y avait des variétés qui n'avaient pas la résistance à ce champignon. Et donc, il y a des impacts assez importants sur le rendement et aussi des allergies qui sont créées chez les opérateurs. C'est pas anodin quand même quand on réfléchit aussi à la pénibilité du travail. Donc, pour montrer un petit peu, voilà, donc là, on a fait, là, j'ai un peu plus détaillé l'ensemble des produits qu'on avait pu tester. Voilà, donc voilà le genre de travaux qu'on peut mener effectivement dans des criblages plutôt larges. Et ce qu'on avait pu constater, c'est qu'en fait, il y avait des efficacités qui étaient quand même très variables, plutôt faibles, avec des difficultés d'augmenter les doses puisqu'il y avait des problèmes de coûts de produits ou de phytotoxicité, qui fait que voilà, qu'on était un petit peu limité dans notre évolution suite à ce criblage qui était un petit peu décevant. Parce que là, j'ai mis qu'un best-of, mais il y a eu presque 60 produits qui ont été testés au total.
Et donc, on s'est posé une question, en fait, c'est est-ce qu'il n'y a pas une question de mode d'application finalement de ce produit-là? Parce qu'on sait que le pathogène se développe sous les feuilles. Et donc, on a voulu monter un projet. Alors, à l'époque, c'était avec le RMT Best Team, donc on co-anime avec Arvalis, où on se posait la question, on était plusieurs à se poser la question, mais finalement, entre ce qu'on pense pulvériser, ce que la plante reçoit, est-ce qu'on est bien au clair là-dessus? Est-ce que dans les conditions de laboratoire, on n'applique pas beaucoup plus finalement qu'en conditions de production? Est-ce que ça pourrait pas être aussi un facteur de différence entre les conditions contrôlées et les conditions de production? Donc c'est vrai qu'on a lancé ce projet et donc on a voulu faire des tests. Donc on a placé des capteurs à l'intérieur, à l'extérieur du plant, sous les feuilles, enfin à différents positionnements. Et surtout, on a travaillé avec des buses positionnées pour appliquer au-dessus des feuilles, mais également des positionnements de buses volontairement en dessous des feuilles, parce que c'était vraiment important, voilà, de voir si on pouvait jouer là-dessus. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau du dessous des feuilles, il y a systématiquement moins de produit qui est perçu, même quand on a une orientation des bus qui est censé privilégier l'application au-dessous des feuilles. Donc, suite à ça, on a fait quelques tests avec quelques produits qui étaient ressortis comme étant intéressants dans nos criblages, où cette fois, on a voulu comparer en appliquant donc dans les conditions contrôlées, on peut beaucoup plus voilà, être précis dans nos applications, dessous les feuilles, au-dessus des feuilles. Et alors, il me reste que 3 minutes. J'ai noté. Je vais me dépêcher. Donc au-dessus des feuilles. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, c'était plus efficace quand on appliquait en dessous des feuilles sur plusieurs produits. Et donc on a changé dans notre criblage pour appliquer sous les feuilles et maximiser du coup l'efficacité des produits. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai cliqué sur le... Ouais, c'est bon. Donc là, c'était juste, voilà, pour montrer aussi... Alors, attendez. Sinon, je vais accélérer un petit peu. Donc, on avait aussi travaillé sur le positionnement de plusieurs produits avec des applications préventives et des applications curatives. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une des difficultés qu'on a, c'est que le produit, voilà, donc enfin, le pathogène sporule en permanence. Et donc, c'est vrai que si on a un produit qui peut être efficace après sporulation, c'est intéressant. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait quand même une baisse d'efficacité très clairement quand on applique après l'apparition des symptômes. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des symptômes qui sont rares, avec quand même beaucoup moins de sporulation. Mais en revanche, les spores germent toujours aussi bien. Donc, ce qu'il faut qu'on poursuive comme travail, c'est voir par rapport à l'infection secondaire, est-ce qu'on réussit quand même à réduire les phénomènes d'infection secondaire ou pas, du fait qu'on réduit quand même le nombre de spores qui sont produites avec le limocide, qui est donc le produit qu'on avait retenu voilà, pour la suite des essais. Euh, une dernière chose et après j'ai fini. C'était juste pour ouvrir justement sur un projet. Donc je parlais d'antagonisme naturel par rapport à la notion de biocontrôle au sens large. Donc on a déposé un projet microrégule au CASDAR, donc on espère qu'il va être lauréat. Parce qu'en fait, dans les années 80, il y avait un antagoniste naturel qui avait été identifié dans la région. Il a été abandonné parce que on maîtrisait la maladie entre les variétés résistantes et un peu de produits aussi. Mais en fait, c'est vrai que voilà, comme pas mal de solutions anciennes qui reviennent au goût du jour en ce moment, on s'est rendu compte que c'était quand même intéressant. Il y avait un potentiel fort de régulation, mais avec pas mal d'aspects techniques qu'on n'arrive pas encore à lever, d'où le fait qu'on a envie d'avoir un projet pour pouvoir aller plus loin et notamment travailler sur toute la régulation naturelle qu'on peut espérer de ce champignon et voir comment est-ce qu'on peut, nous, volontairement influer sur sa capacité à coloniser les serres de tomates. Voilà. Donc voilà, donc quelques perspectives. Donc bon, j'ai parlé du grand défi, donc je vais parler des modes d'action, ça c'est ce que j'ai déjà dit. Donc la question du transfert labo-terrain qui est très très importante. Effectivement, ne pas réduire le biocontrôle à des produits, mais prendre le biocontrôle au sens large en termes de mécanismes qui sont importants voilà, pour le contrôle des maladies. Maîtriser les coûts pour les producteurs, ça c'est très important, sinon on ne pourra pas faire adopter ces solutions. Et travailler aussi sur la communication grand public, parce qu'on a quand même des producteurs qui se font, on va dire, des fois, enfin, il y
y a des dégradations des pulvérisateurs, etc., parce qu'il n'y a pas forcément de bonne compréhension sur le fait que c'est pas parce qu'on pulvérise quelque chose que c'est forcément quelque chose qui va détruire l'environnement et la santé humaine. Voilà, donc je suis désolée si j'étais un petit peu longue, et je vous remercie de votre attention et je remercie bien sûr toute l'équipe qui a participé à ce projet. Alors, je vois pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistante, Benoît, Bernard, Emmanuel, Ingrid? Euh, Vous pouvez ouvrir vos micros, vous, alors, hein. Vous pouvez la poser directement. Ok, s'il n'y en a pas, moi j'en ai une. oui, moi, je me posais Bah, la question vas-y, Ingrid, sur ouais, ce vas-y. champignon antagoniste, là. Il avait déjà été travaillé, identifié en tant que pathogène, enfin, que antagoniste. Je suis assez Mm. d'accord. Oui, ouais, en C'est fait, il marrant y a, ces histoires un petit peu où on revient sur des choses plus anciennes et qu'on remet, c'est intéressant. Mm. c'est ça. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que si ça avait été abandonné, c'est aussi parce qu'il y avait des contraintes techniques. Notamment, une des contraintes qu'il faut qu'on arrive à lever, c'est le fait que pour l'instant, on a du mal à ce qu'il soit conservé s'il n'y a pas de la cladosporieuse. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir à des questions de réservoir, notamment de cet antagoniste-là. Donc, il y a des verrous techniques à lever. Et je pense qu'effectivement, à l'époque, bah, il y avait des verrous techniques, à côté de ça, des variétés résistantes. Donc très vite, je pense que les producteurs ont fait le choix et du coup, ben, ça a mis de côté. Mais je sais qu'au Japon, c'est travaillé et donc on est en train de discuter notamment pour voir si on pourrait pas voilà, avoir des échanges avec des équipes qui travaillent aussi sur cet antagoniste-là. C'est intéressant. Mm. Merci, Marie. Une question de Bernard, ouais, je vois que tu as levé la main. Vas-y. Ouais, j'ai levé la main. Oui, oui, j'avais une question, Marie, par rapport au mode d'application, donc dessus de la feuille, dessous la feuille. Les produits que tu utilises, c'est quand même des produits qui ont l'air plutôt SDP, non? Ou Mm. je me Bah, trompe? au départ, on avait fait un criblage assez large avec soit des actions directes, soit des actions SDP. Mais finalement, notre impression, c'est que même pour des effets, enfin, parce que les effets SDP, on peut imaginer que par les stomates, effectivement, du coup, ça peut rentrer. Mais c'est même au niveau des effets biocides, des effets directs, comme le champignon, il se développe plus sur la face inférieure. On a l'impression que ça permet vraiment à ce que le Est-ce produit que soit c'est plus pas, en fait, efficace. ouais, mais est-ce que c'est pas dû au fait que je sais pas, il y a une meilleure pénétration des produits sur la face inférieure que supérieure, plus qu'au Alors, niveau de développement du champignon? eh ben, écoute, ce serait bien possible, mais pour l'instant, c'est difficile de suivre vraiment la pénétration des molécules dans les tissus de la plante et de savoir vraiment le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que nous, on l'a plutôt interprété par rapport au fait que le champignon était sous la feuille. En tout cas, c'est vrai que ça n'a pas changé nos pratiques de criblage pour des champignons qui se développent plutôt au-dessus de la feuille. Mais c'est vrai que voilà, la question que tu poses, elle Non, est mais, très juste, non, mais effectivement. c'est un sujet majeur, hein. Mm. Mhm. Ouais. Comment ces produits arrivent, ces molécules arrivent à rentrer dans la plante. Mm. Bon, ok. Mais c'est vrai que c'est des questions majeures, mais dont la réponse n'est pas si facile à obtenir. Ah bah non, non, Ah non, 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 ça c'est c'est sûr. compliqué. Et puis sinon, ça n'intéresse pas forcément les gens, pas bon de passer Mm. beaucoup de temps dessus. Il y a quelques équipes qui ont travaillé dessus, mais c'est un sujet très compliqué. Et bon, Mm. Caroline, c'est On bon va, pour toi? on Ouais. va, oui, bah, on va clôturer Merci Marie. le webinaire. On Merci a passé les beaucoup. 15 heures, donc Merci. Parfait. Bonne fin de journée. Merci. merci. Merci Marie. merci. Merci à tous pour vos présentations, pour votre mobilisation et votre respect des timings, parce que j'ai vu que vous aviez quand même fait un effort particulier. Merci. On a un rendez-vous aussi la semaine prochaine pour le dernier webinaire de cette série qui portera sur la résistance et la sélection variétale. L'animation scientifique sera assurée par Jean Guillot et Sébastien Lemierre, qui est dans l'assistance, je crois. Je le salue. Ce PowerPoint et les liens vers le livret, la page Ecofit Topic sont dans le chat et je vous invite à nous donner votre avis sur cette session de webinaire pour qu'on puisse s'améliorer d'événement en événement. Donc, je vous renouvelle mes remerciements d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir préparé et d'être venu, d'avoir répondu présent au rendez-vous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous et merci Au revoir. Caroline.